list, hein, la liste d'autorisation. Donc c'est la green list, comme on dit hein, en anglais. C'est là où, pareil, il s'est trompé, le gars il avait fumé la moquette. C'est là où toutes les demandes sont acceptées, hein. Sauf si elles apparaissent naturellement dans la fameuse blacklist. Et je vous ai dit une blacklist pour mais c'est des fois j'ai vu des filtres qui prennent en compte, on travaille à partir d'un dictionnaire. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas coder ça en dur. Vous faites un appel vers un autre fichier dans l'application web et le fichier il contient mais 50 000, 100 000 lignes, 200 000 lignes. Et ben il faut prendre en compte toutes les techniques d'offuscation. Donc ça c'est vraiment important. C'est pour ça que être développeur web, c'est un boulot en soi. Mais après sécuriser une application web, bah, c'est aussi un boulot en soi. Ok? Donc voilà, hein, on a vu tous les types de règles qu'on pouvait appliquer, faire attention à l'URL, à l'entrée, hein, puisque le but, eh ben, l'attaquant, comme je vous le disais, va rapidement contourner cette règle en créant un sous-domaine sur le nom de domaine d'un attaquant, hein, http website.thn.attaqueur-domaine.thn. Donc la logique de l'application autorisera désormais cette entrée et permettra à un attaquant de contrôler la requête HTTP interne. Donc tout ça, c'est des techniques hein, que nous, en offensif, on se sert, mais que vous, si vous êtes euh, web développeur, vous devez prendre en compte, hein. La redirection, hein. Si on a des contournements qui ne fonctionnent pas, un autre tour de manche de l'attaquant, une autre technique, ça va être la redirection ouverte, hein. Via une redirection ouverte, via un point de terminaison sur le serveur ou le visiteur du site est automatiquement redirigé vers quoi? Vers une autre adresse du site web. Eh ben, prenons le lien hein, qui est là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, ce point de terminaison, il a été créé pour enregistrer le nombre de fois que les visiteurs ont cliqué hein, sur le lien à des fins de marketing. D'accord? Imaginez qu'il y ait une vulnérabilité SSRF potentielle avec des règles strictes qui n'autoriseraient que les URL qui commencent par quoi? Par HTTPS, website.thl. Qu'est-ce que va faire l'attaquant? Eh ben, il pourrait utiliser cette fonctionnalité ci-dessus. Pourquoi? Pour rediriger la requête HTTP interne vers un domaine de son choix. Mais voilà, toutes les techniques d'offuscation qu'on peut utiliser sous domaines qui ont un enregistrement DNS, 127.0.0.1, ça peut être aussi 127.0.0.1.nip.io. Hein. Tout marche. Autre, dans un environnement cloud, je m'arrêterai là, il sera avantageux de bloquer l'accès à l'adresse suivante. Ok? Pourquoi? Bah parce qu'elles contiennent les métadonnées pour le serveur cloud déployé, y compris les informations éventuelles sensibles. Un attaquant peut contourner ce problème en enregistrant un sous-domaine sur son propre domaine avec un enregistrement DNS qui va quoi? Qui va faire un link qui va pointer vers quoi? Bah vers l'adresse en question. Ok? Ça, c'est une attaque courante. D'accord? Donc voilà, c'était la deuxième partie sur les SSRF. La troisième partie, on répondra aux questions, hein, et on va voir un peu la pratique. On va venir attaquer une application web de fond en comble. Ah bien. Ça veut dire qu'on va prendre Toto, T, c'est quoi? C'est 74. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux écrire Toto offusqué en cas d'ASCII, 74. Ok? Ensuite, pourcentage 74. D'accord. Ensuite, le haut. Le haut, il est où mon haut? Il est là. Ok? 6F. Ok? Voilà. Là, je viens de quoi? Je viens d'écrire Toto. Ça, c'est Toto. Ça, c'est Toto. Ok? Donc vous voyez que on a de multiples représentations, hein. On a plein de façons de faire. Et c'est pour ça qu'il faut les apprendre. Parce que ça va vous servir lors de vos attaques, hein. Donc l'une des méthodes les plus courantes pour échapper au contrôle de validation des entrées et de codage des sorties, ça consiste à encoder l'entrée avant qu'elle soit envoyée à l'application, hein, pour un traitement ultérieur de manière à atteindre l'objectif du pirate en fait, hein. Donc avec la technique de canonicalisation, je vais y arriver, globale, eh ben, c'est la représentation de quelque chose de manière la moins ambiguë et la plus directe. Pour nous, bah, ça sera Toto, hein. Ça sera pas Toto, ni Toto. C'est la manière la moins ambiguë, la plus directe. Mais les pirates, ils l'utilisent
de manière en attaque, hein, offensive. Ça devient un bug qui se produit lorsqu'une application consiste en fait à effectuer des évaluations erronées qui sont basées sur une représentation non canonique d'un nom et lorsque les données sont transformées d'un formulaire à un autre. Je vous ai montré là avec des adresses IP, mais le but c'est toujours le même, c'est de faire un bypass. Je vais essayer de contourner, hein. Là on est dans quoi? On est dans les SSRF. Je vais également essayer de contourner. Je vous parle quoi là? Je vous parlais de liste blanche, de liste noire. Comment un développeur va essayer de protéger son application contre ça. Nous, comment on s'en sert en attaque? Eh ben, on va utiliser ça pour exploiter, faire de l'exploitation web, qu'on appelle du WebEx, hein. Eh ben, il faut un minimum, je vous ai dit, les bases en mathématiques et avoir quelques compétences en programmation de site web, hein. Connaître la conversion de texte en ASCII, en hexadécimal, en binaire, pour fournir un argument malveillant et ça va être notre mascarade, ça va être notre technique d'offuscation. J'en reviens au sens premier, obfuscar, assombrir le sens, soit d'une communication, c'est une stratégie de guerre de l'information, soit nous, on attaque, c'est une stratégie. Pourquoi? Pour assombrir le sens de ma charge utile. Ok? J'ai pas envie qu'elle soit analysée. Donc je vais développer un peu, que vous compreniez bien, hein. Je peux quoi? Chaque application, en fait, elle dispose généralement d'un analyseur en analysant les paramètres d'entrée, en fonction desquels on va prendre des décisions au niveau de la sécurité, hein. On a vu ce principe de liste blanche, liste noire. Je vais développer juste après ça. Donc on a des représentations canoniques des mêmes données qui peuvent conduire en fait à une faille de sécurité qu'un pirate va exploiter. Je vous fais une analogie. On se connecte de façon sécurisée au serveur web qui va contenir des données confidentielles, hein. Et je veux quoi? Je veux accéder, allez, à un fichier qui s'appelle Toto ASPX, que vous compreniez bien. Je vais développer ASPX à la racine, hein. Mais parfois, on a quoi? On a une barre oblique inverse ou une barre oblique, un slash anti-slash qui représente la même fonctionnalité. Le but des intrus, hein, quand on est en attaquant, on va feinter le système, on va jouer sur ces paramètres, hein. C'est vraiment la technique d'offuscation. Donc la SPX, c'est utilisé, c'est les classes net, hein. Un site web qui fonctionne en .NET de Microsoft, eh ben, il peut avoir également une barre inverse, hein. Et on peut pousser ces barres inverses, on l'a vu avec les LFI, je vous ai dit, on peut faire du slash, on peut faire de l'anti-slash, on peut faire du double slash, double anti-slash. On a vu cette technique de quoi? De passe traversal qui fait point, point, dot, dot, slash, un point, point, slash. Tout ça, ça va permettre de quoi? Bah, de feinter l'analyseur. L'analyseur, il va prendre quoi? On a vu, je vous le répète tout le temps, qu'on filtre les entrées utilisateurs de noir. Je vais m'assurer que quoi? Je vais m'assurer que, en fait, euh, l'utilisateur ne fasse pas de bêtises. Mais le problème, c'est que bah, on peut utiliser d'autres techniques d'offuscation. Et les pirates, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont exploiter des vulnérabilités subtiles et c'est des formes de piratage qu'on appelle canoniques, hein. C'est un acte de substitution de diverses entrées au nom canonique d'un chemin ou d'un fichier pour parvenir à ses fins. Si elle n'est pas filtrée, elle est plus sanitized, hein, elle est plus nettoyée, l'entrée est prise telle qu'elle, on contourne le filtre, mais l'ordinateur, lui, comprend parfaitement ce qu'on est en train de faire, hein. Je vous remontre, enfin, voilà, l'exemple des adresses IP, c'est le plus parlant. Je vous ai montré 127.0.0.1, on peut faire ce qu'on veut, hein, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc c'est cette approche de feinter constamment la validation des entrées. C'est le processus de réduction de l'entrée à une forme standard ou simple. On a des tactiques de canonicalisation qui peuvent être propices lors d'une reco, hein. Une attaque par canonique, ça va nous permettre en fait d'exploiter le serveur web en injectant toutes les permutations possibles pour une URL ou pour un fichier qui ne sauront pas quoi filtrer. 01. Vous comprenez bien que si l'antivirus, le WAF, le Web Application Firewall ou la règle de liste noire bloque quoi 127.0.0.1, peut-être ça passera, hein. Donc c'est tout le but.
Ça va fonctionner et ça va marcher. Ça va marcher, je répète, hein, ça va marcher. C'est pas parce que vous le comprenez pas, pardon, que ça ne marchera pas. Le serveur, lui, comprend 127.0.0.1, l'ordinateur comprend. On a des systèmes anti-intrusion, on va leur niquer la gueule. Ils veulent hautement sécuriser un endroit, eh ben on va contourner tous les systèmes de protection. Hein. Les IDS, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent des informations à partir de signatures. À partir du moment où je te mets quelque chose qui est plus dans ton fichier de signature, eh ben tu vas te faire baiser la gueule. Ok? Et on passe notre temps en offensif à baiser la gueule à des antivirus, à des systèmes IDS. C'est le principe du hacking, ok? En offensif, on fait que ça. Hein. Le but, c'est quoi? C'est de contourner l'IDS qui va me bloquer 127.0.0.1. Je vais lui donner quoi? 2130, 70, 64, 33. Et ben, ça va fonctionner. La preuve en est. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un ping là-dessus. Ça marche aussi. C'est le meilleur exemple. Ça marche. Ça marche. Non, bah là, il y a le protocole. Il aime pas. Je vous l'ai montré. Donc ça, faut vraiment que ça soit clair. Il comprend. 127.0.0.1. Mais peut-être que l'IDS, lui, il bloque que 127.0.0.1. Ok, il bloque 127.0.0.1. Tiens, je te donne ça. C'est exactement la même chose. Sauf que je contourne l'IDS. Donc on a ce principe de classification de l'attaque. Hein. On a de nombreuses façons de représenter un chemin d'accès ou un fichier. Les décisions de sécurité qui sont dues au nom de fichier entraînent une faille qu'on appelle de quoi? De canonicalisation. Ces attaques sont généralement effectuées sur la forme de fichier ou sur une application web et on a certaines applications web qui sont plus complexes en raison d'un encodage ou d'un problème qui est lié à l'URL, Earl Encoded. Technique. Je vous ai parlé de quoi? De la traversée des chemins. Première technique, on a quoi? On a du pass traversal. Pass traversal, directory. Traversal. Donc là, je vous l'ai montré. Hein. Le premier payload, c'est le // Hein. C'est ce qu'on a utilisé dans les LFI. Ça, on l'a vu ensemble. Hein. La traversée de répertoire fait l'objet d'attaques canoniques de base de fichiers, dans lequel le chemin de variation est fabriqué pour accéder à des ressources particulières qui vont résider sur le serveur. Cela se produit lorsqu'un pirate informatique référence le dossier parent dans le cadre du nom fichier et va obliger la cible à traiter quelque chose qui lui serait interdit. Qu'est-ce que je peux faire? Imaginons que je veux pousser cmd.exe. Qu'est-ce que je peux faire? Partons du principe que l'antivirus, dès qu'il voit ça, ou l'IDS, ou ce que vous voulez, hein, dès qu'il voit ça, il panique. Hein, il panique. Il sait qu'on est en train de faire des trucs bizarres. On serait pas en train de lancer cmd.exe et je peux peut-être le lancer en administrateur. Là, ça va bloquer. Je vous montre 5 types d'offuscation. Qu'est-ce que je peux faire dans mon code? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, écoute, le C est toujours en majuscule, c'est deux points quoi? Ça marche? Système 32? Ouais, ça va marcher. Je sais, c'est complètement dingue. D'accord? Le système va interpréter ce que je lui dis. Mais si le système de protection n'a pas ça dans sa signature, il va se faire avoir, il va se faire compromettre. Ok? Qu'est-ce que je peux? Je peux feinter. Je peux lui dire CMD-exe. Hein? Et il va chercher, il va tout à fait trouver. Alors que pour nous, vous savez très bien que par convention, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça, c'est ce qu'on comprend nous. Mais ça marche aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le feinter. Je peux le feinter, je peux lui dire quoi? CMD.exe, c'est cool, mais je vais appeler la variable système, variable d'environnement. Je lui dis quoi? Je lui dis windir. Windir. Hein? Et ça marche. Je vous montre sur mon quoi? Sur mon Windows. Je lui dis quoi? Pourcentage? Windir? Pourcentage? Eh ouais, j'arrive sur ces deux points Windows. Ok? C'est normal. On fait appel aux variables. Variable d'environnement, très important. Donc ça, ok, tu vas me dire, ouais, mais là, attends, t'es gentil, Saltin. Là, t'es dans Windows. Après, il faut aller dans Système 32. Pas de problème, te laisse pas abattre, copain. Système 32, cmd.exe. Ça marche.
Et ça, c'est encore une fois la signature. Elle ne prend pas en compte ce cas de figure. On contourne le système de protection. Ok? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je veux toujours CMD. Je peux lui dire quoi? On a vu C, deux points, Windows. Et là, tu vas me dire, ouais, mais bon, tu l'as déjà fait, ça là. Non, parce que là, je te mets un point. Et là, je te mets système 32. Ça marche. C'est dingue, mais ça marche. Je vais pas mettre C deux points tout de suite. Je peux faire quoi? Je peux appeler ma variable. C dollars? Oh, C dollars, ça marche pas. C'est mon C, en fait. Je sais pas pourquoi là, il l'interprète pas. Mais dans votre code, vous pourrez le feinter. Si vous voyez qu'il passe sur le C. Ok? D'accord? Donc ça passe. Ça passe, mais c'est normal. C dollars, c'est une variable. Pourquoi? Pour le C. Hein? D dollars, c'est la variable pour le D. E dollars, c'est pour mon lecteur E. Vous avez compris. Je développe pas. Donc ça marche et je vais pouvoir continuer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, écoute, 127.0.0.1, ce qui est complètement stupide, mais qui va permettre de feinter le système. Je lui dis, bah, le localhost. Le localhost, ça veut dire la machine. Sur la machine, tu fais quoi? Tu fais un C dollar, hein? Tu vas sur le C, et là-dedans, tu vas dans Windows System 32 cmd.exe. Ça aussi, ça marche. Donc, vous comprenez bien que là, je suis en train d'utiliser des attaques canoniques. Ok? C'est vraiment. Pourquoi on appelle ça des attaques par injection? Parce que je vais injecter, je vais offusquer. Et ça va me permettre de contourner tout ça. Donc ça, c'est, vous voyez, hein, c'est une traversée de répertoire. Ça marche. Hein? C'est mon passe traversal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi l'extension de nom de fichier. On a des applications de base web qui intègrent des fonctionnalités, hein, qui vont télécharger des fichiers quelque part sur la page web, et c'est pour le bon fonctionnement. Hein. Donc la première ligne de défense, le développeur il bloque généralement tous les fichiers entrants indésirables en vertu de l'extension du nom de fichier. Par exemple, les fichiers avec l'extension .exe vont être interdits, hein, d'être téléchargés sur le serveur en raison de la possibilité qu'ils contiennent quoi? Qu'ils soient malveillants, hein, qu'ils contiennent un fichier exécutable avec un virus. Et l'exécutable, pareil, s'il est téléchargé par une autre personne, eh ben, on va venir infecter cette fois-ci son PC. Donc il peut être difficile de déterminer toutes les possibilités valides que le pirate pourrait utiliser pour subvertir la validation. On va utiliser un code très très simple. Ok? On peut utiliser un code avec un simple booléen. Je lui dis bah écoute, ça finit par exe, Coco, ça commence à puer un peu la merde. Donc si ça c'est quoi? C'est vrai? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi ma logique? Je vais créer mes boucles. ST, false. Hein? Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir bloquer les fichiers, les fichiers en quoi? En exe? Malveillant. Hein? Sinon, c'est quoi ma logique? Eh ben, on sort de ma boucle. Je fais un else. Sinon quoi? Eh ben, sinon, ça veut dire que ST, s'il est true, il est sur, s'il est sur false, il est sur true. D'accord? Au niveau de mon pseudocode, ST true, bah dans ce cas-là, ça passe. Donc soit je bloque pas. Avec un simple booléen. Ok? Ça, c'est pour vous faire comprendre. Donc ça, bah, c'est pareil, ça applique une logique. Cette logique, je peux la casser. Et c'est tout le but. Hein, le but, c'est de casser la logique. Pourquoi je vais casser la logique? Parce que je veux faire des choses qui ne sont pas prévues. Ok? À partir du moment où je peux faire des choses qui ne sont pas prévues, je commence à lancer mon attaque. Ni plus ni moins. Donc ce simple code, il n'y a rien de bien compliqué. Il vérifie le nom du fichier par l'extension que vous souhaitez bloquer. Et d'un point de vue offensif, ce code est toujours vulnérable en ce qui concerne le téléchargement de logiciels un peu vicieux, hein, malgré l'application de la validation de fichiers. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, le pirate, il va quoi? Il va uploader un fichier en ayant quoi? Bah, par exemple, la double extension. Hein. Et ça va me permettre de contourner le code de validation avec cette restriction. Elle est facilement contournable. Pourtant, le dev là, il s'est fait chier à pondre un bout de code.
ok, pour essayer d'appliquer des filtres. Mais ces filtres, si je connais la logique, je peux la casser, hein. La validation basée sur l'extension des fichiers doit être de nature complète pour éviter une intrusion. Donc techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez avoir mais des milliers de lignes. Donc c'est extrêmement fastidieux, hein, pour un développeur web, parce que quoi, virus.exe, ça va devenir quoi? Ça va devenir virus.exe.txt. Ok? Ah, je vérifie l'extension. C'est pas un exe. Oui, mais en fait, c'est à la fois un exe et c'est à la fois un fichier texte. Toi, tu scannes le texte, mais en fait, la vraie extension, c'est un exe. Tu le sais pas. Je suis en train de te feinter. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux mettre virus.exe, t'es bloqué. Je vais te mettre, écoute, tiens, virus, quoi? Point, exe? Ah ouais, virus.exe? Ah ouais, d'accord. Virus, exe? Ah, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire virus.exe, pourcentage 20? C'est quoi ça? Ça, c'est un code. Code Earl encoded, pourcentage 20, c'est quoi? C'est un white space, un espace. Donc, qu'est-ce qu'il va lire? Il va scanner, il va faire point .exe espace. Ah bah non, bah c'est bon, c'est bon. Moi, qu'est-ce que je vérifie? Point .exe. Là, il y a point .exe espace. Donc, true. Vas-y, tu peux uploader le fichier. Voilà, je vais pas vous donner tous les exemples. Vous devez travailler ces techniques, hein. Ça sera votre sésame d'entrée dans tout et n'importe quoi. Si vous voulez être un bon pet tester, tout ça, il va falloir le comprendre. C'est extrêmement compliqué, je vous l'ai dit. Pareil, les noms de domaine, on n'y pense pas assez souvent. J'ai une application qui veut aller sur, je sais pas, hein, support, me, voilà, .fr. Ok? J'ai mon application, elle veut déterminer une adresse valide, hein. Donc, on va vérifier pour autoriser uniquement les sites web qui sont basés, par exemple, sur l'intranet, hein. Donc, dans une telle situation, la vérification des points de terminaison dans l'URL, elle peut être fructueuse, hein, parce que la plupart des adresses, elles ont un ou plusieurs quoi, points de terminaison, mais il existe aussi d'autres méthodes pour tromper, hein, l'analyse. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire de l'encodage de l'URL, de l'adresse IP, sans point. Utiliser des formats IPv6. Le codage d'une adresse Internet peut être en mesure de contourner la vérification des fameux points de terminaison, hein. Par exemple, je peux utiliser pourcentage de E pour remplacer le point. Et pourcentage de E, c'est quoi? Si dans mon exemple, je fais quoi? On a vu quoi? On a vu 127.0.0.1. Ben, t'inquiète pas. 127 quoi? Je vous ai dit 2 E, 0. Ensuite, à nouveau, pourcentage de E, 0. Pourcentage de E, voilà. 127.0.0.1. Donc, finalement, c'est quoi? Eh ben, l'adresse lisible par l'homme finit par se résoudre en une adresse IP qui est divisée en 4 segments divisés par un point, hein. L'IP peut ensuite se convertir en forme, sans point, en utilisant un autre format. Je peux utiliser quoi? Je peux utiliser le double word, aka D-word. Ok? Le D-word que je veux me connecter à HTTP 207 46 130 108 HTTP quoi? Non, que je vous ai montré tout à l'heure. 207 46 130 108. Bien. G-word, offuscation, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ok? Ensuite, on a des techniques. Je vais pas tout développer parce qu'on va passer des heures. Mais on a de l'échappement HTML, hein. En assurant une sécurité stricte de l'application web pour empêcher les données malveillantes, elle ne doit accepter que les valeurs de sécurité. C'est pour ça que je vous parle de cette liste
d'autorisation. Hein. Whitelist, tout le reste échoue. Certaines applications bloquent les fichiers JavaScript malveillants, hein, à exécuter sur le serveur avec des valeurs telles que JavaScript. Le balisage, hein, on a quoi? Je peux chercher quoi? Un string JavaScript. Je peux chercher quoi? Bah, ça. Ça, c'est quoi? C'est le début de ma balise en JavaScript. OK? Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça peut être bien, hein, et ça va les supprimer de l'entrée. Mais on peut également utiliser des techniques d'offuscation qui vont autoriser une valeur équivalente à cette valeur restreinte. La valeur là, elle est restreinte, je te trouve une équivalence. Si l'équivalence elle marche et qu'elle n'est pas dans ta blacklist, eh ben, je te contourne. Hein. Je vais créer un fichier en incorporant la valeur décimale 47, hein, et la valeur hexadécimale 0x2f, qui veut dire quoi? Qui veut dire la barre oblique. Je sais pas, je m'explique. Ok. Donc ça, c'est des exemples. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde. Ça, c'est quoi? C'est Toto. Je vais essayer de chercher Toto en HTML. Ok. Mais on voit bien qu'il y a un souci. Ça marche. Ça marche. J'ai contourné. Édition CNN. Ok? Il y a un problème. Attends, mais j'utilise des trucs qui ont ni queue ni tête. Mais c'est fonctionnel. Là, il me redirige vers google.com. OK? Donc, vous voyez la puissance du truc. Hein. Tout ça, c'est des techniques de bypass qu'il va falloir apprendre. Ensuite, on a le casting. Hein. Le casting, ça aussi, on peut en abuser. On va violer le système au moyen on viole un système, hein, calmez-vous. Au moins d'une sensibilité à la casse, hein, du fichier. Certains systèmes d'exploitation comme Unix vont traiter hack avec un petit h.txt et hack avec un grand h.txt différemment. Windows, lui, NTFS, il s'en fout. Il n'est pas sensible à la casse. Mais il conserve la casse d'un nom de fichier. On a un autre problème de casse courant qui implique que autour de certains caractères dits internationaux, hein, dans la langue anglaise, on a 26 lettres uniques qui peuvent être majuscules ou minuscules. Hein, ben c'est pareil en français, tels que I ou I. Mais en turc, on en a d'autres. Hein. On en a quatre qui forment des I. Donc si je commence à coder dans une autre langue, vous voyez bien qu'on va avoir quoi? On va avoir des problèmes d'encodage. Hein. La normalisation de l'entrée et les problèmes Unicode, c'est considéré comme l'une des meilleures approches. Je vais travailler sur une entrée Unicode telle que l'UTF-8, hein, qui va quoi convertir l'Unicode dans sa forme la plus simple en respectant des ensembles de règles et de réglementations. Le processus de normalisation va décomposer le caractère Unicode en ses composants symboliques, puis réunira le caractère dans sa forme la plus simple. Dans la plupart des cas, il transformera d'autres codages Unicode en ce qu'on appelle double largeur, mais ce qu'on appelle du double width, pardon, en anglais, euh, en ses équivalents ASCII, hein, ni plus ni moins. Mais ce principe de normalisation Unicode diffère de la canonicalisation et on peut avoir plusieurs formes normales d'un caractère Unicode, hein, selon lequel l'ensemble des règles est suivi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par conséquent, la forme recommandée de la normalisation à des fins de validation des entrées est ce qu'on appelle du NFKC. Ça veut dire Normalization Form KC. Hein. On peut normaliser l'entrée en C, en C Sharp. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un normalize égale input, normalize, et entre parenthèses, on fait un normalize form cassé. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jouer sur l'Unicode, le passer en UTF-8. Ça veut dire qu'on va pouvoir abuser des expressions régulières pour faire de l'ASCII. Je vais utiliser d'autres expressions régulières pour faire de la représentation sur 2 octets. Hein. Je peux faire une autre expression régulière pour faire de la représentation sur 3 octets. Si l'entrée correspond à l'une de ces conditions, il doit s'agir d'un codage UTF valide. Sinon, non valide, et il doit être rejeté. Expression régulière. Ok? Je vous ai dit, je vous ai fait quelques petits cours sur les expressions régulières. Pareil, ça c'est un truc que vous devez parfaitement maîtriser. Ensuite, on peut abuser du chemin de recherche. Hein. Certains de vos systèmes d'exploitation décideront vers quel fichier démarrer. Hein, lorsque votre application est dirigée pour ouvrir un fichier dans le chemin, bah en fait, il n'est pas spécifié. De plus,
Si votre application est liée à une DLL, en l'absence d'un chemin d'accès dûment complet au fichier, votre application va pouvoir lancer un mauvais fichier, peut-être un cheval de Troie ou des fichiers malveillants. Ça, c'est le uncoded pass. Je vous ai déjà montré ces attaques sous Windows. Et on peut les faire également en éditant les variables d'environnement sous Linux. Par conséquent, vous pouvez assurer pleinement la façon dont votre application charge certains fichiers. Vous pouvez effectuer également une révision de code pour rechercher les endroits où les fichiers sont ouverts. Il va falloir rechercher les API. Hein, load library, create process, winexec, shell execute sous Windows et vous assurer que les chemins d'accès complets et spécifiés avec des guillemets doubles. Parce que sinon, je fais quoi? Je fais du unquoted path traversal. Et c'est violent. C'est violent. J'escalade ce que je veux. Hein. Et vous serez surpris de quoi? Bah d'apprendre qu'il y a plein d'applications qui ne le font pas. Ça veut dire que votre système, on peut le pirater, mais en moins de 30 secondes. Ok? Donc voilà. Faites une recherche. Je vous mettrai l'article. Allez creuser. Vous verrez que votre propre machine est faillible. C'est extrêmement dangereux. Il y a plein d'applications. On dirait qu'ils le font exprès. Mais ça, c'est mon petit côté complotiste. Hein. Donc voilà, allez voir, je vous mettrai cet article-là, c'est intéressant. Ensuite, les URL. Hein. L'URL SSL, c'est chiffré, super. Mais on a différents types de codage. L'UTF-8, l'UTF-click, long, hein. L'UCS-2 pour représenter les caractères. Une application qui ne gère pas correctement l'URL lorsqu'elle traite avec SSL va avoir également des problèmes. SSL nous protège contre les attaques XSS, les injections SQL, les SQLI. Mais je peux, quoi, feinter le système. La vérification va être contournée en utilisant HTTPS. Hein. Donc, au lieu de cela, bah, le développeur aura peut-être oublié de vérifier à la fois la validation HTTP et celle HTTPS dans son code. Ok? Donc, tu vérifies en HTTP, je vais essayer de te feinter en HTTPS. Tu vérifies en HTTPS, je vais essayer de te feinter en HTTP. L'application de la traversée de répertoire passe traversal va nous permettre d'accéder aux fichiers d'un emplacement masqué. Je sais que le code HTML Express, bah, il a recours à divers codes d'échappement. Je peux les utiliser via des mécanismes de double encodage pour que l'application, elle, décode bien les valeurs et contourner les systèmes de protection. Je vais utiliser un casting différent pour le nom du dossier et le nom du fichier et ajouter des caractères illégaux, comme je vous l'ai montré. Hein. J'ai un partage UNC, ça peut être utile, ce qui concerne bah, l'accès aux fichiers. Et un attaquant pourra également s'appuyer sur différents types de protocoles pour observer le résultat dans le cas du traitement des liens, des URL dans votre application. Ok? Donc attention à tout ça, hein. La sécurité, c'est important. Moi, je vous montre dans la peau d'un attaquant, dans la peau d'un hacker, d'un pirate, d'un pen tester, quelles sont, nous, la logique qu'on va chercher à appliquer pour pirater ton application web, copain. Hein. Donc ces décisions de sécurité, eh ben, elles doivent être prises en incorporant tout, hein, les valeurs de nom, l'URL, et avoir les bonnes pratiques de programmation. Hein. Si jamais votre logique est biaisée, on viendra l'abuser. Hein. Donc, à tort, hein, si votre logique est mal implémentée dans les vérifications que fait votre application web, également, vous aurez l'impression d'être en sécurité, mais en fait, la validation essentielle va amener à quoi? À un bug de canonicalisation. Donc, exploitation par le pirate. Et pareil, vous analysez, mais si votre analyseur il est incapable de gérer les entrées, vision de sécurité basée sur le nom, eh ben, c'est un nouveau bug, hein, au niveau de la canonicalisation. Donc il va falloir résoudre les problèmes canoniques en ajoutant des cas spéciaux pour l'analyse et la mauvaise approche que les développeurs choisissent généralement. Hein. Il faut plusieurs strates de défense pour que vous ayez une bonne défense au niveau de votre application. Et ça commence par quoi? La règle de base que je vous répète toujours. On ne fait jamais confiance à l'utilisateur. On ne fait jamais confiance à l'entrée utilisateur, à son input. Parce que Toto le hacker, comme je vous dis toujours, c'est pas ma grand-mère. Et lui, il va savoir comment vous le pirater.